nous avoir accueillis. Pour nous, c'est un peu le retour aux sources de la bande dessinée à Lyon. On pensait sincèrement que Lyon est une ville de bande dessinée et que ça a commencé avec tout ça. Donc je ne vais pas faire long, je vais vous présenter Romuald Boissard qui est l'un des responsables de cette exposition, qui en a conçu les textes et la recherche de fond, aux côtés de Jean-Christophe Debenet qui était le commissaire de l'exposition. Et je lui laisse la parole, il va nous expliquer un peu tout ça. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Alors, au début de l'exposition, déjà, vous avez dû voir, il y a un hommage à Hubert Mounier. Je vais dire un mot quand même. Hubert Mounier, qui est le chanteur de la Carlos Trio, qui était dessinateur, qui a rendu un des hommages de l'expo, qui malheureusement nous a quittés brutalement. Vous allez être choqués de cette disparition 3 semaines après l'avoir rencontré pour les vidéos, ce qui fait que nous avons le malheur et la chance d'avoir son dernier entretien vidéo. Et c'était un passionné des éditions Luc, un vieux compagnon de route pour certains. Donc déjà, cette exposition lui est dédiée. On va aussi remercier nos partenaires, à savoir l'INAE, à qui on doit la conception technique de l'exposition. C'est à elle qu'on doit, je trouve, ces beaux panneaux qui remplissent l'espace. Original Wax, qui est l'éditeur qui retravaille avec Loïc Mitton pour remettre en valeur le travail qui a été fait dans le temps. Qui est en bas, vous pouvez voir les albums. Et Jean-Yves pourra vous les signer, je vous en montrerai tout à l'heure. Il y a une restauration de ce travail autour de Blake Lorac et des héros qui m'ont fait grandir. Il y a Epsilon qui ressort, c'est un souvenir ému que j'ai vraiment de cette période. Donc vous avez la chance de pouvoir retrouver aussi, d'acheter, sans être sur des tarifs exorbitants d'occasion, des très très beaux albums. C'est vrai que j'espère que l'exposition va plutôt vous donner un historique de Lug et une aventure humaine. Alors on a essayé de faire des panneaux les plus intéressants possibles, je vais essayer de vous résumer tout ça. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que l'histoire de Lug, ça commence pendant la guerre. C'est une histoire de résistance au départ. On va avoir des gens qui vont être mêlés à la résistance et surtout on doit rendre hommage au fondateur de Lug, Auguste Vistel, que beaucoup de gens connaissent comme étant le colonel Alban. Auguste Vistel, c'est le colonel Alban, un des grands maîtres d'œuvre de la résistance à Lyon. Lyon, s'il n'y avait pas eu quelques hôtels de plus, c'était Vichy. Le gouvernement se serait installé là. Il manquait des hôtels et de la communication. Mais ça a été le cœur de la résistance. À Lyon, on a 3 personnes importantes pour la résistance. Le colonel Alban, qui est un résistant donc, qui a été capturé, qui a été libéré. Magny, qui est le chef des mouvements unis de la résistance. Et le colonel Hectare, qui est le chef des forces françaises intérieures de la résistance. Il se trouve que ces 3 personnes sont la même personne. C'est Auguste Vistel. Donc nous parlons bien du grand chef de la résistance. Et à Lyon, quand il y a eu la libération de Lyon, le discours qui a été diffusé dans les rues de Lyon, c'était Auguste Vistel qui l'a fait. À rajouter à ça plusieurs choses. Si on sort un peu de Lug, il y a Bernadette Ratier, qui est une dame qui est, nom de code Dorothée pour la résistance, elle va s'occuper, on va dire, des œuvres sociales. Quand des résistants étaient arrêtés, quand ils mouraient, la famille était prise en charge par la résistance, était aidée. Donc ça, c'est Bernadette Ratier qui va être importante après. On va aussi retrouver autour de Lug Marcel Navarro, qui est un jeune homme à l'époque, il a 17 ans, il vient de se marier, il a un enfant. Tous les autres ont plus de 30 ans, ça va jouer aussi dans leur application. Marcel Navarro, ça va être le maître d'œuvre de Lug, ça va être un scénariste extrêmement prolixe. Et il y a Pierre Mouchot. Pierre Mouchot, il est connu parce qu'il a dirigé le groupement Mouchot, qui est un groupement armé Maquisard en Ardèche. C'est quelqu'un qui raconte qu'après son premier combat, il va les cheveux blancs, le teint marqué, et c'est des vrais combattants. Pierre Mouchot, c'est un dessinateur qui va travailler avec Marcel Navarro. Et pour la petite histoire, ensemble, ils vont faire des faux papiers allemands. Ils prenaient du lino, du sol. Pierre Mouchot faisait des faux tampons. Marcel Navarro les faisait valider par un de ses cousins qui travaillait à la préfecture. Ils ont comme ça sauvé plus de 50 personnes. Donc on a vraiment un cœur résistant. Il se trouve aussi que Lyon, c'est une zone libre. Et il y a des éditeurs qui ont s'installer à Lyon quand les Allemands arrivent. Je vais en parler d'un seul, qui est la Sager. On lui doit un magazine qui était Jumbo, qui était important avant-guerre. Et ils viennent à Lyon pour être libres, et ils vont chercher des gens sur place pour travailler. Alors Marcel Navarro va faire de la traduction italienne, sachant qu'il ne parle pas un mot d'italien quand ils sont engagés. Il va faire de la maquette. Mais on a beau être italien, on n'est pas forcément fasciste. Ils vont être coupés des sources d'arrivée italiennes, des sources américaines de bande dessinée. Et une génération d'auteurs qui va comme ça sortir, avoir la possibilité de travailler, d'abord pour faire la maquette au départ, et puis après, faire les séries qui ne sont plus disponibles. Ça sera le cas de Pierre Mouchot, et Robert Bagage, et plein d'autres auteurs. Donc à Lyon, finalement, la guerre, des forts caractères vont s'exprimer, mais on va aussi avoir l'opportunité de créer une génération d'auteurs. Ça va être très important, je pense. Alors tout ça, vous êtes un peu plus expliqué là.
sur les panneaux, on va revenir sur les lieux. Ce qui est important, la libération. Alors, Auguste Vistel, il va lancer un journal qui s'appelle La Marseillaise. Il a écrit un livre sur son combat. Alors c'est lequel celui-là? Héritage spirituel de résistance. Voilà. Magnifique. Oui, là il reprend beaucoup de ses éditos de La Marseillaise. Moi j'ai pris La Nuit sans fin, où il raconte, vous me sauvez parce que j'ai oublié d'amener les miens. La Nuit sans ombre. La Nuit sans ombre, Magnifique pardon. livre. Moi j'ai pleuré à la fin. C'est aussi un livre sur son combat de résistant et tous ses camarades morts. Il a tendance à dire un peu qu'il a été chef de la résistance parce que tous les autres sont morts. C'est pas faux. Il faut imaginer qu'il était à Vienne, il montait quand même en vélo jusque dans le Jura pour coordonner la résistance. Et des passages vraiment à lire. Je vous remercie en tout cas. Je suis parti un peu vite de chez moi, j'ai oublié les noms. À la sortie de la guerre, les résistants, s'ils ont été dans la presse de résistance, la possibilité d'avoir accès au droit d'imprimer et au papier. Donc il y a beaucoup de résistants qui vont se lancer dans la presse. Auguste Vistel, il sort comme avec une santé fragile, il était dans la tannerie avant, il va aller passer un temps cultiver des fleurs. Bernadette Ratier, dont je vous parlais, elle va lancer à Paris un journal qui s'appelle Mon Journal, financé par le mouvement Combat. Alors c'est des choses, vous allez retrouver, c'est un peu comme le journal de Mickey à l'époque, en format, on va notamment avoir le capitaine Marvel dedans. Mais ça ne va pas tellement prendre. Marcel Navarro, lui il écrit mais il n'est pas dessinateur. Pierre Mouchot, il est dessinateur, il va pouvoir très vite se lancer comme éditeur, il va la créer avec Marcel Navarro au scénario, un titre qui va rester mythique, qui est Fantax. Je vais faire attention, vous allez voir comment c'est facile de se mélanger après. Ça démarre en 1946 et ça va être important à Lyon, c'est une espèce de Batman mais très violent, habillé de rouge. C'est entre Fantomas et Batman. Et ils vont être profondément frappés par la censure qui va apparaître à partir de 1949. Robert Bagage, il va monter de son côté une maison d'édition, on va en parler, c'est Imperia, il va créer ce qu'on appelle un peu le style lyonnais. Je vérifie les regards approbateurs de mes camarades. Tous ces gens-là vont se retrouver au départ, en tout cas la Marseillaise d'Auguste Vistel, les éditions Sprint qui faisaient du sport mais qui avec Marcel Navarro vont faire la bande dessinée, au 10 rue Belcordière ici. Tout bêtement, c'est derrière le pâté, à côté de la FNAC qui avant était le Progrès, puisqu'il y avait des journaux mais qui ont collaboré, donc ils ont été pris à la résistance, acquisitionnés, on les a offerts aux nouveaux journaux, et les locaux et le moyen d'impression. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi tous ces gens étaient au même endroit et comment ils se rencontraient. Ils étaient sur place, ils avaient juste le couloir à traverser. Que Marcel Navarro convainc Sprint de faire de la BD, finalement, il y avait le couloir à passer. Une chose près. Mais Auguste Vistel, il va revenir pour pouvoir faire de la presse parce qu'il est fatigué, il a envie de faire des choses. Et Marcel Navarro va le convaincre non pas de faire de la bande dessinée, mais un magazine pour femmes. Alors, peut-être vous connaissez toujours actuellement le magazine Nous Deux, qui fait du roman photo, qui a été lancé par Del Duca, qui à l'époque était le grand Satan, puisqu'il a fait Tarzan, c'était un des autres Italiens qui peuplaient nos enfants de bande dessinée. Marcel Navarro forcément connaissait ça, il va convaincre Auguste Vistel de financer un partenariat 80-20, il y a un qui a un peu plus de sous que l'autre. Rien que toi, un magazine féminin, avec des illustrations, des romans photos, Navarro écrit à peu près tout. Et ça marche quand même relativement bien, de 48 à 51. Au point que Dargaud, qui lui-même commence à faire de la presse féminine, rachète le titre pour évidemment le saborder. Entre-temps, Bernadette Ratier a besoin d'aide, elle va revenir à Lyon, elle va s'associer avec Auguste Vistel, et sous le prétexte de sa femme, Marcel Navarro, qui va écrire tous les nouveaux titres, et ils vont lancer des petits formats. C'est des choses à peu près grandes comme ça, il y a 12 pages avec des couvertures qui vont être très accrocheuses, et ça va être le début du succès, c'est Aventure et voyage. Ils ont gardé un peu le sous-titre Mon Journal. Et Bernadette Ratier est une femme forte qui va avoir le contrôle et qui va retourner à Paris. Donc elle va vouloir récupérer ses parts et remonter. Entre-temps, Marcel Navarro va convaincre Auguste Vistel de se lancer dans la bande dessinée. Ils ne sont pas dessinateurs. Marcel Navarro a des contacts en Italie grâce à la SAG et ce qu'il a pour Rien que toi. Et donc ils vont fonder Lug. Alors Lug, plein de significations, Luc de Num, de toute façon, le nom latin de Lyon, capitale des Gaules, un dieu aussi. Et Lug va lancer un premier titre qui s'appelle Pluto. Pluto au départ c'était une espèce de vengeur comme Fantax, mais entre-temps la loi de 49 de censure leur fait peur. Fantax est obligé de s'arrêter parce que décrié, interdit, il aurait été en tout cas interdit s'il avait continué. Et ça va devenir un western. Et c'est le début de l'aventure Lug. Donc ils vont commencer à sortir jusqu'à 54 des petits titres de western.
Et puis Luc commence à marcher, ils vont rendre leur part à Bernadette Ratier qui prend sa liberté, qui retourne à Paris. Et c'est le début de l'histoire de Luc. Ici, vous avez fait un panneau qui parle du format lyonnais. Vous avez notamment des originaux de Sirotota. Les originaux que vous avez dans cette exposition, on a fait le choix de montrer des originaux d'auteurs présents, vivants. Et donc vous pourrez après les embêter, je passe devant. Le format lyonnais, très vite, il y a la pénurie de papier, donc ces petits formats, le papier revient en 50. Moi j'ai tendance à dire ce qu'ils font, c'est un peu le manga de l'époque. C'est des petits formats qui peuvent sortir jusqu'à 2 fois par an, qui font une centaine de pages et que les gamins dévorent. Évidemment, c'est décrié parce que littérature de gars, littérature populaire. Mais à l'époque, c'est des titres qui font le plaisir vraiment des enfants. Un des titres phares de Luc, qui va être Kiwi, qui va reprendre les aventures de Black le Rock, à la grande époque, les ventes, c'est entre 250 000 et 300 000. Il y a pas mal de titres qui vont sortir comme ça. Imperia va aussi en faire beaucoup. André Amaury qui a eu le plaisir de travailler là-bas. Robert Bagage a cette science de la couverture qui va marquer. Alors après, est-ce que les éditeurs parisiens ont été un peu effrayés par cette émergence d'éditeurs lyonnais? C'est pour ça que la censure a frappé assez fort Lyon. Ça, à vous de juger après. Mais en tout cas, ce petit format populaire de western, d'aventure, de fantastique, il a fini par être appelé le format lyonnais. Donc on peut en être fier, je pense, et c'est important de leur rendre hommage. Le panneau qui est à côté vous parle des héros emblématiques. Moi, je vais être honnête, c'est des héros qui ont été prospères entre 50 et 60. Je suis né en 74, je l'ai connu beaucoup plus tard. Western avec Tex Willer, qui est un héros très célèbre en Italie. Nous, surtout, on va beaucoup parler de Black le Rock, ce combattant, on va dire, des militaires anglais au moment de la libération ou pas des États-Unis. Pourquoi Black le Rock? Parce que très populaire à travers Kiwi, puisque c'est Jean-Yves Mitton qui va dessiner pour la France et donc le reste du monde après les origines françaises de Black le Rock. André Amaury qui va en faire 49. Donc ça va être quand même une histoire française très très forte. Zagor, que j'ai un peu plus connu, qui est ce guerrier qui porte l'esprit indien, avec ce grand aigle qui est dessiné. Le petit Dux, on l'a cité parce que c'est une aventure. C'est un enfant qui est dépossédé par son oncle du trône, à côté le roi lion un petit peu. Et ça a beaucoup marqué les gens à l'époque, et c'était une création, une commande de Marcel Navarro, exécutée par des Italiens. Marcel Navarro, il va beaucoup écrire, beaucoup dans cette série. C'est au départ dessiné par des Italiens. Maintenant, quand on parle des albums, mettez-vous ça un peu en mémoire, il n'y a pas d'informatique à l'époque. Les albums italiens, ils arrivent 3 cases en longueur, il faut les remonter en page. Ça se fait entièrement à la main. Donc au départ, le studio Luc qui va être créé, c'est de mettre en image en maquette. C'est de remonter les bandes et surtout d'écrire le texte français, le lettré. Ça sert à ça d'abord le studio Luc. Mais évidemment, c'est une censure. Ici on parle de la vie d'atelier, il y a un tout petit format là, malheureusement, qui n'est pas facile d'avoir de loin. La censure va vouloir que ça soit moins violent, il va falloir cacher les armes à feu, gommer les morts. Donc le studio, en plus de tout ce travail de remontage, va gouacher et montrer les choses. Je me permets de prendre que c'est le mien celui-là. Si vous regardez bien ici, par exemple, il y a du blanc qui a du gommé, et puis ici, le personnage met sa main sur la bouche. Il y a marqué main sur la bouche. Ça devait être une arme qui a été gommée. Et ça après, les gens de l'atelier pourront mieux le raconter. S'il y avait 6 Indiens morts, on en enlevait 4, ça allait mieux. Et très vite, de toute façon, Auguste Vistel est convoqué pour Rodéo, qui est un des titres phares, à la commission de censure pour lui demander effectivement d'être un peu moins violent. On nous a raconté quand des gens qui vous disent on va te scalper, les couteaux étant gommés évidemment, gouachés. Alors évidemment, le jeune lecteur est content de le lire, il n'a pas conscience de tout ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de photocopie à l'époque. Vous voyez là, c'est des photographies de qualité qui sont découpées et montées. Vous pouvez voir ça brille. Ce qu'on appelle une planche montage. C'est monté sur des cartons à l'atelier, à partir des photos. Et donc évidemment, on peut remonter et faire les choses comme on veut. Il n'y a pas d'informatique. Et de toute façon, l'informatique a vu que ça arrive à partir de 93, 1993. Là, on est dans les années 60. Pourquoi dans certaines vues, il y a du gras sur certains mots? Oui. Pourquoi certains mots sont vraiment... Eh bien voilà, c'était un débat qu'il y avait, c'est pas forcément dans l'original. Il y a eu, dans le courrier des lecteurs, si vous prenez après dans ce tranche, on le voit bien, c'est que parfois, effectivement, c'était tourné vers les enfants, et on peut quand même le dire chez Luc,
Par exemple, Blake le Rock, c'était Blake le Rock, mais ça a été titré, appelé le Petit Ranger. Ils savaient qu'ils écrivaient pour les enfants. Tintin, quand ça a été édité en France, on mettait un texte dessous alors qu'il y avait des bulles. Là aussi, on soulignait les impacts, on renforçait, mais ce n'était pas dans l'original. Alors que les Américains, après, le font spontanément et au contraire, ça disparaît. Oui. On va avancer un petit peu. Là, vous avez la biographie des premiers fondateurs un peu. Alors, j'ai un trou de mémoire. Il y a une demoiselle de l'Israël qui a fait une très belle caricature. Vous pouvez voir Auguste Albon-Vistel, André Amouric, mais qui est parmi nous. Le jeu va donc de le reconnaître. Rémi Bordelais, dont je ne vais vous parler que très brièvement, mais Rémi Bordelais, non seulement va travailler avec Mouchot sur les fantasmes et autres, il va faire notamment beaucoup de Big Bill le Casseur, qui lui va être censuré et interdit. Et Rémi Bordelais, il va être après le chef de l'atelier Lug. Et Rémi Bordelais, il est connu parce que c'est lui qui faisait ce beau lettrage. Il a écrit un nombre de textes incalculables pour l'édition Lug, à la main et au pinceau. Les éditions Haredi, qui va aussi faire beaucoup de titres américains, si vous regardez les titres de l'époque, c'est tapé à la machine. Donc c'est pas le même travail. Je vous laisserai lire ça très tranquillement. À chaque fois, évidemment, vous avez l'occasion de voir des originaux. Ici, un Blake le Rock par Jean-Yves Mitton, un Blake le Rock par André Amouric. Vous pouvez voir que ça doit être fait en France et tout ça. Quand il y a un problème, c'est marqué en rouge. Le studio vérifie à chaque fois. Pour l'exposition, on a eu le plaisir d'accueillir, il y a 1 mois et demi, des gens qui sont ici, Jean-Yves Mitton, Cyril Zoton, André Amouric, également Claude Vistel et Hubert Monnier. On a 48 minutes de vidéo inédite qui tournent sur 2 écrans. Je vous laisserai les regarder très tranquillement. Alors, le petit format qui était si populaire, il commence à baisser devant en 65 à peu près, et un petit peu avant. Lug a conscience qu'il faut essayer de se renouveler, ça fait 15 ans d'existence déjà. La fille d'Auguste Vistel, Claude Vistel, a envie d'être dans l'édition, elle va rejoindre l'édition Lug. Elle va faire plein de choses au départ, la traduction, de la maquette, des stages un peu en Angleterre pour apprendre les choses. Mais elle commence à prendre de l'importance. En 68, il y a des clés, ça fait déjà 10 ans qu'elle est dans la maison. Aux États-Unis, à partir, on va dire, de 62, la Marvel, que vous connaissez peut-être, on en est quoi? Sa 3e licenciement massif d'auteur. La Marvel va très mal. Le comic s'est passé un peu de mode. Goodman, qui possède la Marvel, doit sa fortune surtout à la presse. Il se trouve que son neveu, Stanley Lieber, qu'on connaît sous le nom de Stan Lee, c'est son neveu, il lui dit, écoute, de toute façon, tu vas licencier tout le monde, on va arrêter quelques titres, on va essayer de refaire quelque chose, relance. Et entre-temps, il discute avec le patron de la DC, qui possède Superman et Batman, et il dit, au golf, la légende veut que ça soit au golf, nous on a réuni tout le monde dans une équipe, la Justice League of America, et ça marche très bien. Goodman revient et dit à Stanley, fais-moi une équipe de super-héros. La légende veut que Stanley ait écrit sa lettre de démission, il allait partir. Et sa femme lui dit, mais démissionne pas, on te dit fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et il va faire tout le contraire de ce que lui demande son nom. Il va créer les 4 Fantastiques. C'est-à-dire c'est bien une équipe, mais c'est pas des gens qui se réunissent, il n'y a pas de costume, ils ont un accident, c'est plus une histoire de famille. Si on prend l'araignée, finalement, c'est quoi son problème? C'est avoir copié le loyer des satans et ne pas savoir qu'il est Spider-Man, plus que des fois que combattre le super bouffon ou le bouffon vert, sur les générations. Marvel va connaître un immense succès avec ses BD, on va dire populaires, des héros à visage humain. Mais Marvel n'arrive pas à se faire connaître et essayer de diffuser dans le monde. Et depuis quelques années, ils ont une agence qui essaie de vendre les produits Marvel en France. Personne n'en veut. Il y a Haredi qui dit des choses, ils ont eu des soucis avec la censure, c'est vu la BD pour adultes. Et c'est fini en été 68 sur le bureau de Claude Vistel, aux éditions Lug. Claude Vistel, entre-temps, et je l'ai oublié chez moi, j'en suis désolé, il avait acheté un livre qui s'appelle Les Shérifs de la bande dessinée, qui présentait et les Spider-Man et les Fantastiques, et surtout elle était tombée amoureuse du surfeur d'argent, le Silver Surfer. Donc quand ça arrive, elle connaît les personnages. Et c'est ça qui va faire justement son. Les traductrices regardent, elles trouvent ça pas terrible, pas intéressant. Elle va aller plus loin, elle va traduire quelques épisodes. Et ils vont se lancer. En février 1969, va sortir un premier titre, on en parlera la suite après là, mais ici, c'est fantastique. Évidemment, mai 68, c'est la révolution en France, c'est la libération des mœurs, vous allez voir qu'ils sont moyennement libérés. Fantasque, quand ça sort, tout de suite la commission de censure va agir, en leur disant mais c'est quoi, c'est monstre. Dans les 4 Fantastiques, il y a la chose. Ils
ne comprennent pas que c'est un héros, en fait, c'est un monstre qui fait peur. C'est quoi ces couleurs atroces, affreuses? Bah, les couleurs, elles sont limitées par l'imprimerie, c'est les mêmes couleurs que vous avez trouvées dans le journal de Mickey. Hein. Sauf que là, on mélange l'orange et le vert. Mais surtout, la bande dessinée américaine, c'est vivant, c'est puissant. Il y a des onomatopées, des coups qui partent, des mouvements. La commission de censure menace tout de suite Auguste Vistel de sanctions, de prison, d'amende. Et vu qu'il y a ce problème avec Mouchot qui a été frappé par Fantasque, Mouchot, depuis 61, il est en procès, ça va durer 10 ans. Alors maintenant, on peut le dire, je pense, et Jean-Yves y tient aussi, Pierre Mouchot, ça va tellement l'atteindre, le briser, qu'il va finir par se suicider. Sa vie finit dramatiquement. Et quand même, c'est la censure et les procès que lui font les ligues catholiques qui le poussent à ce désespoir. Et c'est quelqu'un qui a été un grand héros de guerre, un résistant, un combattant. Fantasque donc s'arrête, si ma mémoire est bonne, au numéro 7. Mais les lecteurs ont écrit, pour une fois on a demandé à les lecteurs, les courriers inondent Lug. Il y a un contact, c'est un emballement. Les ventes ne sont pas énormes, c'est 35 000, mais il y a un vrai engouement. La question c'est qu'on fait quoi? Eh bien, il décide de sortir 2 titres. D'un côté Strange qui va sortir. Alors moi je l'ai lu, donc nous on ne dit pas Strange, on dit Strange. Et Marvel. Au départ, ça devait être des petits formats noir et blanc, pour ne pas heurter. Et Marcel Navarro trouvait que c'était dommage, donc c'est des pages vertes et des pages oranges. Tout se passe bien, la censure ne remarque rien. Mais les lecteurs écrivent en disant oui, mais enfin nous, on est fantasque, c'était bien, c'était grand, c'était en couleur. Eh bien, on passe au format grand et couleur. Le mois d'après, commission de censure, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, c'est n'importe quoi. Il y aura aussi un titre français qui est Vampus, qui va sortir, écrit par Marcel Navarro et commandé. Et Vampus, la phrase dont se souvient Claude Vistel, c'est « Ils se font assassiner pour Marvel Strange » et Vampus, c'est quoi Vampus? Donc ils vont rater tout ça. Alors c'est un peu plus compliqué, puisque moi j'ai découvert, en lisant le travail notamment de Crépin sur la censure, que Fantasque et Marvel, c'était un rapporteur catholique qui s'en est occupé, ce n'est pas le cas pour Strange. Et le type qui s'occupe de Strange dit, oui mais alors si on interdit Strange, on va être obligé d'interdire énormément de revues. Et ça, ils ne le savent pas. Et Auguste Vistel, il écrit un courrier à la commission de censure en disant, écoutez, nous on a besoin de nos titres pour survivre, on va sacrifier Marvel, il n'y aura plus les Fantastiques, mais il faut qu'on sauve Strange. On s'engage à censurer Strange. On va alléger, on va enlever les onomatopées, le texte est disponible. On va enlever les éclats, on va faire attention, on va supprimer des épisodes si c'est trop violent. En plus, la commission, pour que ça soit une BD jeunesse, elle demande qu'il y ait au moins 2 histoires, il doit y avoir 10% de la surface qui est dédiée à la culture. Je pense que tous ceux qui ont lu Strange se demandaient des fois, mais pourquoi on nous parle de tous ces trucs culturels, on n'en a rien à faire. Vous voyez? Et ça permettait d'avoir moins de TVA, il y avait une économie qui se libérait par rapport à ça. Et j'ai souvent des gens qui ont connu la censure qui me disent, mais comment tu peux lire trucs censurés? Mais moi j'ai 12 ans, je découvre Strange déjà aux 200 quasiment. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais jamais lu. Après, j'ai pu me faire ma culture, comics et tout ça. Mais heureusement qu'il y a eu Strange, qu'il y a eu ces revues qui vont être derrière. Et c'est vrai que Strange va durer, parce qu'il y en a 335 derrière, c'est une longue histoire qui démarre. Mais avec ce pacte, j'ai un pacte avec le diable. Je vous parle beaucoup de censure à la commission qui s'appelle la commission, alors je ne sais pas me tromper, de surveillance et de contrôle des publications à destination de la jeunesse. Tout le monde parle de commission de censure. Hein. Et donc Strange, voilà, vous avez vu quelques exemples là de censure, notamment quelques rabillages. Vous avez vu que le Festival de Lyon a fait le bouchon déchaîné. À l'intérieur, le Capital nous offre un article que nous avons fait. Vous avez beaucoup d'exemples plus poussés de la censure. C'est gratuit, vous en avez sur les tables. Je vous invite vraiment à regarder. En 1995, Sémic, qui va prendre la suite, disait qu'il faisait encore la censure. En 1995. Alors, je ne sais pas faire trop long. Marvel et Strange, un peu plus de détails. La vie d'atelier à l'époque, c'est vrai que là, la vie d'atelier est vraiment autour d'adapter les comics américains, puisque les titres sont de plus en plus importants. Il faut 2 jours de travail pour quelqu'un de l'atelier pour adapter 12 pages américaines. Les héros emblématiques, alors je pense que maintenant ils vous disent tous quelque chose. Je vous dis les Fantastiques, le surfeur d'argent. Surfeur d'argent, vous remarquez que c'est surfeur en américain, mais d'argent. Petite concession. Les Vengeurs, l'Araignée, Daredevil, X-Men, Iron Man. Bien, on peut dire quand même que s'il n'y avait pas Lug, on les connaîtrait peut-être pas autant en France. Et donc à Lyon, on est quand même fiers d'avoir été la ville de tous ces personnages.
Malgré tout, avec ces problèmes de publication de séries qui ne sont pas toujours faciles, Marvel n'a pas toujours autant de séries qu'on voudrait. Chez Lug, on aimerait faire d'autres revues, avoir plus de publications. Dans les années 80, on va vouloir produire, entre guillemets, localement. Marcel Navarro va piloter ça et à partir de 61, Jean-Yves Mitton a rejoint l'atelier Lug. Jean-Yves, c'est quelqu'un qui peut arriver à dessiner 12 pages par semaine. Il nous a dit que des fois 4 pages par jour quand c'est une urgence, donc une production américaine, une qualité. Et puis nous avons Ciro Tota qui va arriver derrière, des gens qui ont en France la capacité de pouvoir dessiner comme les Américains. Ça va commencer dans le journal Speeday. Alors, je pourrais vous parler des heures des problèmes de Speeday qui étaient faits pour les enfants. La commission considère que ce n'est pas pour les enfants, un gros débat. À partir de là, Lug va avoir beaucoup d'hésitation à sortir des nouveaux titres parce que agrément, qui fait que les héros que vous allez voir ne sortent pas dans un nouveau journal, mais dans Mustang, qui est un petit format western, qui est réédité en grand, avec des héros super-héroïques, on va dire, pour ne pas avoir à demander une nouvelle présence d'un journal, la commission de censure, la comité d'attribution de numéro paritaire. Alors ça, voilà, c'est mon enfance, Photonique et Micros. Micros pour Jean-Yves Mitton, ces personnages qui, touchés par l'électricité après avoir été capturés par des extraterrestres insectoïdes, acquièrent des pouvoirs. Photonique, l'accident qui va créer un personnage de lumière avec un jeune homme, on va dire, bossu, qui subit tous les malheurs de la vie, qui devient un être de lumière fantastique. Mustang, il n'y a que 17 numéros qui vont tenir, c'est compliqué de faire vivre le journal. En plus, si Photonique et Micros fonctionnent bien, l'autre titre, qui va prendre le nom de Mustang pour justifier le titre, fonctionne moins bien. Jean-Yves Mitton va lancer à la place Cosmo. Ils vont rejoindre les titres qui existent déjà, c'est-à-dire Titan pour Micros et Photonique, ça va être dans Speeday. Et ça va durer plus de 50 épisodes pour chacun. Si vous regardez bien, c'est des noms américains que vous allez voir, ils ne signent pas de leur nom, il faudrait que ça fasse américain. Voilà. Je vous inviterai à découvrir tout ça. Il y a des lecteurs ou pas de Micros et de Photonique dans la salle? Bon. En plus, Original Watt propose là, vous avez la ressortie, moi j'ai plus connu Epsilon qui m'avait marqué à l'époque. On a le plaisir de les relire, donc vraiment quand vous descendez, n'hésitez pas à aller voir Original Watt, il fait un boulot extraordinaire. Mine de rien, à partir de 84-85, il se passe des phénomènes différents. Et encore, je ne vous ai même pas parlé du succès de Rencontrer Strange grâce au dessin animé L'Araignée en 1977. Strange devient donc le journal de l'araignée. Il y a des lecteurs qui partent, une génération tourne la page, il y a des gens qui passent aux comics américains, on dit l'arrivée des jeux vidéo. Donc il y a une évolution qui va se faire autour de lui. Marvel aussi change. Marvel va sortir beaucoup plus de mini-séries, va commencer à proposer des politiques d'auteur avec ce qu'on appelle les graphic novels. Dans les choses très marquantes, il y a d'abord du Captain Marvel. Captain Marvel va mourir d'un cancer. Tous les grands héros de Mister Fantastic, de Doctor Strange, tout ça vont essayer de le sauver. Tony Stark, il va mourir du cancer quand même. En France, ça veut dire qu'on va avoir les RCM, les récits complets Marvel, les top BD. Malgré tout, il se passe quelque chose, voilà. Il y a un souffle qui a du mal à trouver, Strange commence à baisser en vente. D'ailleurs, au passage, Strange, c'est 130 000 ventes, et les pics pendant les vacances, ce sont 80 000. Et ce qui vend le plus, c'est Special Strange, 150 000, parce qu'il y a les X-Men. Il y a moi, ce que j'ai découvert, que je n'étais pas le seul à apprécier les X-Men, à aimer les X-Men. Donc, c'est Special Strange qui vend énormément grâce aux X-Men. À partir de là, voilà. Deux choses se passent. Marcel Navarro, il arrive vers ses 67 ans, l'âge de la retraite. Claude Vistel aussi, qui a repris depuis 72 Lug. Il cherche à vendre. Marvel est intéressé pour acheter, pour se diffuser en France, mais ça serait la fin de l'atelier lyonnais. Finalement, on a découvert que peut-être Hachette aurait été intéressé, mais ils n'ont pas été au courant. C'est Semic, une boîte suédoise qui va racheter, avec l'engagement de maintenir l'atelier à Lyon. Claude Vistel, dans la vente, qui va se faire fin 88, c'est de maintenir à Lyon l'atelier, la structure. Semic, quand ils arrivent, c'est un groupe international qui vend d'autres revues. Et ils vont vouloir aussi appliquer leur politique à la France sans connaître bien le marché. Pour la petite histoire, ils vont lancer un titre, Mon Petit Poney, qui est une licence qu'ils ont. Alors Ciro Tota va faire des couvertures de Mon Petit Poney des intérieurs, ça lui a beaucoup plu, mais ça ne trouve pas vraiment le marché, ça marche bien à l'étranger. L'insuccès de certains titres va aussi miner le succès et l'argent que rapporte Strange et Special Strange et les autres titres. Ils vont essayer des choses comme les versions intégrales, c'est-à-dire proposer la version Marvel non censurée. Deux épisodes du même personnage dans une revue plus chère, sans pub, mais quelque part les lecteurs sont déjà passés à la version anglaise pour pouvoir revenir à la version française.
c'est très compliqué tout ça. En tout cas, FA88,